tous. Merci beaucoup d'être finalement réunis si nombreux, si nombreuses pour la dernière conférence du programme du festival. Après, somme toute, une sacrée série qui nous a emmenés chez les dragons, qui nous a emmenés chez les druides, qui nous a emmenés chez les Celtes antiques, qui nous a emmenés chez les fées par le professeur Carothers, qui nous a emmenés chez Tolkien aussi, avec de nombreux intervenants. Vous dire peut-être en introduction que si le festival à Trébasia est certes un endroit où on peut venir de manière ludique, entendre la musique, rencontrer un lutin, croiser un dragon sur la place des héros, il n'en est pas moins aussi un endroit où on peut se donner le temps de la réflexion, le temps du partage, le temps de l'échange et le temps peut-être d'une meilleure compréhension finalement du fondement, du ciment qui nous réunit toutes et tous dans ce magnifique beffroi, dans ce magnifique hôtel de Guignes, dans le cadre de la 6e édition du festival, et qui est un pont pour aussi à la fois finalement mieux comprendre le fond et la profondeur des sujets et de l'esthétique que l'on aborde, mais aussi, somme toute, une manière de poser sa propre réflexion sur un certain nombre de sujets, sur ce qui nous entoure, et pour cela, rien de mieux, bien évidemment, que d'inviter des personnes qui ont cheminé elles-mêmes. Alors, on a une définition relativement large du chercheur chez Atrébatia. Le chercheur, il peut chercher au sens propre du terme. On fait des trous dans le sol, on essaye de voir ce qui s'y passe. On a la chance d'avoir des chercheurs de cette espèce-là autour de la table, j'aurai le grand plaisir de les présenter. On peut également avoir des chercheurs qui vont dans les livres, qui vont dans les sources, qui vont dans les bibliothèques, et ça nous en avons eu quelques savants exemples également. Puis on a aussi des chercheurs qui n'ont peut-être aucun diplôme universitaire ou aucune truelle dans les mains, mais qui pour autant ont eux aussi cheminé et créé selon des valeurs qui leur sont propres et qui animent des projets, et on en a là aussi une sacrée espèce autour de la table. J'ai le grand plaisir, pour discuter d'Arras, terre celtique, d'accueillir Vincent Mertenbreck, qui est archéologue à la Maison de l'archéologie de Dainville et qui est notamment l'un des chefs de fouille de quelques chantiers qui ont été, pour le coup, assez déterminants sur la meilleure compréhension de toute cette période de l'histoire, on va dire d'Arras, mais également bien évidemment de l'Artois d'un point de vue plus général. Dans l'ordre d'installation, Loïc Monnier. Non, Ludovic. Pardon, pourquoi je t'ai dit Loïc? C'est parce que nous étions sur Loïc Canavagia tout à l'heure, je m'en excuse. Ludovic, bien évidemment. Ludo, voilà, c'est Ludo, ça marche très très bien. Qui est le fondateur de la très connue compagnie d'évocation historique des Ambiani, l'une des premières en France, l'un des premiers réels finalement mouvements de réappropriation de l'histoire vivante pour la thématique, pour la période gauloise, qui en est aujourd'hui le président d'honneur et néanmoins également directeur de l'EPCC Somme Patrimoine, qui comprend la citadelle de Doulan, le centre archéologique de Ribemont-sur-Anse, ainsi que, et là peut-être que ça va vous parler peut-être plus particulièrement, notamment aux jeunes, de l'archéosite de Samara, parc naturel et archéologique. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Alain Jacques, que l'on connaît peut-être pour l'avoir croisé au détour d'une carrière Wellington ou d'une carrière souterraine d'Arras dans les Boves qu'il connaît par cœur, mais qui pour autant est l'archéologue de la ville d'Arras avec un regard qui embrasse finalement assez largement l'ensemble de son histoire, et notamment de son histoire antique, pour lequel il a notamment contribué à plusieurs ouvrages. Donc des archéologues, des praticiens, des organisateurs, des créateurs, pour échanger ensemble autour d'Arras, terre celtique. Et pour commencer, j'ai un scoop. L'histoire d'Arras ne commence pas avec Maximilien de Robespierre. Nous l'aimons ou pas, il est fondamental dans l'histoire de la ville, mais
bien des siècles auparavant, des choses importantes se sont passées à Arras, et c'était aussi le sens de cette édition, de cette thématique pour la 6e édition du festival, que de souligner ça et de pouvoir en discuter ensemble. L'imaginaire celtique étant un levier naturellement puissant pour discuter et faire le lien avec la dimension fantaisie et merveilleuse du festival, mais la thématique étant historiquement assez profonde, assez importante pour pouvoir aussi souligner toute sa dimension historique. Et d'ailleurs, nous conclurons cette table ronde avec une petite annonce. Peut-être dans un premier temps, spécialiste que vous êtes de ces sujets, de l'histoire en général ou de la dimension celtique en particulier, commencer par redéfinir rapidement les contours de ce qu'on appelle la civilisation celte et éventuellement de ce que l'on sait de ce qui s'est passé à Arras et dans ses alentours. Si vous avez 4 heures. Et en accord avec mes collègues ambiens et nerviens, on a l'habitude de s'allier très régulièrement contre les troupes de César. Oui, oui. Bon, quelques mots comme ça pour rappeler pourquoi Arras s'appelle Arras, d'où ça vient pour resituer un petit peu, en fait, aussi bien Arras que le mot artois, ça vient du mot atrébat, hein, qui est une compression de ce mot-là au cours du temps. Pour Arras, c'est le 12e, 13e siècle, pour Artois, c'est juste le siècle d'après. Hein. Mais c'est bien, en fait, de resituer le mot Arras et Artois qui vient, en fait, des atrébates. Qu'est-ce que les atrébates? Ce sont des tribus qui nous viennent de Germanie à partir du 4e, quand je parle du 4e, ce sera toujours le 4e siècle avant, hein, du 4e et 3e siècle avant notre ère. Hein, c'est l'époque des grandes migrations, ils vont migrer quand même pendant quelques siècles encore, et ils s'installent dans notre région, et on peut le voir physiquement sur le terrain, avec des constructions et des établissements tout à fait particuliers. Ad Trebates, et là on reprend les textes de Guillaume Varche des années 60, qui a été la personne qui a vraiment travaillé sur l'origine, l'étymologie des mots, et vous verrez que pour nous c'est très important. Le préfixe ad, qui est quelque chose qui appuie le mot qui suit, treb. Treb, c'est à la fois le propriétaire d'un terrain, mais pas par cession, mais par conquête et par foi. Donc je dirais que c'est la conquête en fait par le fer et par la foi. Et ça résume bien en fait ce que les archéologues vont trouver sur le terrain, à la fois dans l'établissement de ces domaines. Alors, je parlerai à la fois de domaines parce que c'est un phénomène qui est nouveau, qui date d'une quinzaine d'années où on a eu l'opportunité de fouiller sur la zone d'Acti Park, 300 hectares, et d'étudier donc un de ces domaines qu'au départ on pensait un petit peu unique, et grâce à la photographie aérienne, grâce à d'autres travaux comme ceux de Vincent, on s'aperçoit en fait que ce domaine n'est pas unique, mais qu'on retrouve dans le secteur d'Arras, une dizaine de kilomètres, on ne va pas beaucoup plus loin, hein, de ces domaines qui font 200 ou 300 hectares et qui sont constitués d'une maison mère, d'un établissement fort et d'une série de fermes avec parfois des activités particulières, comme le sel, le bronze, l'artisanat, et des choses comme ça. Donc ça c'est très très particulier chez les atrébates, c'est qu'au départ on s'installe et on s'installe en ayant cherché un signe antérieur, bien antérieur à la civilisation attrébate. Ce sont les tertres de l'âge du bronze. Ces tertres qui sont en fait des monuments funéraires qui sont entre les années 3000 et 800 de notre ère, hein, et qui marquent, sur un paysage comme le nôtre, qui marquent le paysage. Et plusieurs fois, on a eu l'occasion de fouiller sur des grandes surfaces, et on s'aperçoit que ce tertre est un point de repère, est un point de fixation, et que les atrébates vont s'installer, ils vont totalement l'intégrer à leur nouvel établissement, à tel point qu'ils vont y mettre leurs tombes, les tombes riches, les tombes importantes. Hein. Et à partir de ces résidences, alors comment on peut les appeler, à haut niveau social, elles ne sont pas princières, elles sont aristocratiques, on développe autour toute une série d'établissements avec des vocations agropastorales où
l'artisanat, des choses comme ça. Et on s'aperçoit que ces domaines, en fait, tout au moins, et là je ne parle pas pour les Ambiens que je connais un peu moins bien, mais pour la Trébassie, hein, on voit que ça, on retrouve ça régulièrement tout autour d'Arras. Alors, on a vu comment ils arrivent, à quelle époque ils arrivent, quels sont les signes qu'ils cherchent pour s'installer, hein, et on a des topos. On a deux petites choses comme ça qui s'appellent Méolan. Pour les gens d'Arras, Méolan devrait leur dire quelque chose. Nous, on appelle ça le quartier Méolan, qui est au bout de la rue. Mais on a travaillé avec Jean-Luc pendant des lustres. Et on s'aperçoit que sur les plans du Moyen-Âge, eh bien, Méolan n'est pas un Méolan. Méolan, il est entre Sainte-Catherine et Saint-Nicolas. Et Méolan, c'est le fameux Mediolanum. C'est comme l'origine de la ville de Milan ou de Malin, en Bourgogne. Hein. C'est, comment on pourrait définir, c'est le centre d'un territoire, mais qui n'est pas un centre géographique, c'est-à-dire qu'on ne se met pas sur un point et on va tailler un coup tout autour. Et c'est là où les communautés qui sont dans ce territoire vont se rassembler. Donc là, on a quand même quelque chose qui est pour nous très important. On sait que la haute vallée de la Scarpe, qu'on devrait d'ailleurs ne pas appeler la haute vallée de la Scarpe, qui s'appelle la Satis. Allez hop, je vais digresser. Puis-je digresser? Digresse. Je digresse. Je digresse. Mais laisse quand même parler les au Xe siècle, pardon. Laisse quand même parler tes collègues. Absolument. Après, jamais. Et la Scarpe, qu'on appelle la Scarpe, on est tous en train de faire des balles autour, ça s'appelle la Satis, hein, pour l'époque antique. Et il faut attendre le Xe siècle pour que les gens de Douai, les diables, ils sont à Trébat aussi. Raté. Il aurait pu être Ménaples, mais bon, ils sont chez nous. Et au niveau du seuil de Vitry, en fait, la Satis qui va naître dans les sources de Vendelincourt, Berle, hein, au lieu de partir sur l'Escaut, Sensé et l'Escaut, on va la faire passer par la Scarpe. Hein, on va franchir le seuil de Vitry, hein, et à l'époque carolingienne pour alimenter la ville de Douai. Donc tout doucement, encore un peu, c'est pour ça que tu avais parlé à la fois Méolan, la rue Méolan, qui en fait n'a rien à voir avec la porte Méolan et le quartier Méolan. La Scarpe va faire pareil. On est sur la Satis, mais comme maintenant on est affluent, on va appeler ça la Scarpe. Donc le long de cette Satis antique et proto-historique, on a l'occupation la plus ancienne. On a beaucoup suivi les fouilles de nos collègues de Douai, sur la ZAC des Béliers, tout ça. Connaissent. Et la forme des établissements est totalement différente. Chez nous, c'est curviligne, et ce curviligne s'étale dans le temps. En fait, on fait d'abord une porte monumentale, hein, et au fur et à mesure du temps, troisième, deuxième, premier, on va terminer l'établissement. Alors que quand on fouille au Bélier, ou dès qu'on s'éloigne du Mediolanum, hein, on a des établissements beaucoup plus récents et qui sont carrés. On ne retrouve pas la même progression que sur le cœur. Puis on est plus sur des villages en plus sur le secteur de Douai que ce qu'on a par ici, quoi. Donc, oui. Du coup, je vais essayer d'enchaîner, et puis je laisserai la parole après à Ludo, parce qu'en fait, on parle d'Arras celtique, mais en fait, donc, Alain parlait du coup du secteur de Méolan, de ce qu'on appelle Méolan, mais on est sur des peuples migrateurs, c'est-à-dire que sur la période proto-historique, mais c'est également le cas pour toute l'Antiquité. D'ailleurs, on a des atrébates en Angleterre, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Mais j'en ai plus rien à dire après. Mais si, t'inquiète, tu vas parler de l'aspect. Ne lui enlève pas l'Angleterre. Tu vas parler de l'aspect celte. J'allais parler du Brexit, etc. Tu vas parler de l'aspect celte. Moi, je vais revenir juste sur la Rageois. Moi, je vais revenir sur la Rageois seulement parce qu'en fait, moi là-bas, je suis plutôt spécialiste sur l'Antiquité romaine. Donc, mais de facto, en étant archéologue travaillant dans le secteur, je trouve énormément de sites en lien avec la période proto-historique. Et j'ai eu l'occasion de faire, pour ceux qui prennent la 939, le tronçon archéologique entre le rond-point des Trains et le rond-point d'Aubigny en Artois. Et donc, ce qui fait que j'ai pu avoir un transect archéologique de 7 km entre ces deux secteurs. Et en fait, on se rend compte, donc depuis Acti Park, finalement,
au moins en Bigny-en-Artois, mais peut-être éventuellement plus loin, on a une occupation, on va dire gauloise, tous les 2 kilomètres, avec ce que expliquait Alain, avec une ferme, avec un enclos curviligne, avec éventuellement un espace plus central, on va dire aristocratique, qui gère un grand domaine. On a notamment un très grand domaine qui est connu par la photographie aérienne, par Roger Agache, sur la commune de Capelle-Fermont. Donc pour ceux qui voient la 939 maintenant, quand on arrive avant le rond-point d'Aubigny-en-Artois, maintenant on passe sous un grand pont qui a été construit récemment, et en fait en périphérie de ce grand pont, sur la partie droite quand vous allez vers Aubigny, il y a une énorme ferme, donc on n'arrive pas trop à la localiser, mais elle a été repérée en photo aérienne dans les années 70, et on a une très grosse ferme probablement dédiée au stockage de céréales. On est sur quelque chose de plusieurs milliers de mètres carrés, donc quelque chose de vraiment très conséquent. Et on se rend compte du coup que au moins Acti Park jusqu'à Aubigny, tous les 2 kilomètres, on a un maillage du territoire. Donc on est très loin d'un territoire qui est boisé, d'un territoire qui est, on va dire, en friche ou sauvage. On est sur un territoire qui est maîtrisé. Donc on l'a dans le Douaisis, on l'a dans la Rageois sur la moyenne vallée de l'Arscarpe. Et donc il y a le Médiolanum, mais il faut quand même qu'on parle aussi de Némétokéna. C'est-à-dire qu'on nous parle d'Arras, mais avant Némétakoum, c'est Némétokéna. C'est-à-dire qu'on a dans l'ouest arageois deux oppidas, un oppidum des oppidas. On a 2 oppidas qui sont connus, donc celui de Noyelles-Vion, que vous connaissez peut-être moins, et celui d'Étrin, donc que Alain a fouillé, donc il pourra probablement en reparler. Mais l'Arras primitif, tu me contredis si je me trompe, hein, c'est plutôt Némétokéna. Donc on a vraiment un oppidum, et alors là on est sur une période, on va dire, plus de la fin, ce qu'on appelle la période gauloise. Là je vais laisser après Ludo expliquer la partie celtique, parce que entre celte, gaulois, galate, il y a plein de termes à éclaircir, et je pense que c'est plus ton domaine, et que tu seras plus clair que moi sur le sujet. Mais du coup voilà, il faut replacer Némétokéna, donc c'est Némétokéna Étrin avant Arras. Même exemple à Samara, à côté d'Amiens, à 15 km d'Amiens, c'est aujourd'hui un parc archéologique, on va dire plutôt la commune de La Chaussée-Tirancourt. Ça, depuis 20 ans, on considère que c'est un oppidum créé par des Gaulois auxiliaires dans l'armée romaine en moins 30 avant Jésus-Christ, sauf que des sondages en 2014 et 2015 nous font découvrir un proto-rempart et un mobilier assez étonnant. Et puis les antiquisants de la Drac s'intéressent ensuite réellement au texte et puis ensuite la toponymie, la topographie, et là on découvre en fait que clairement on a le même système que vous avez ici, c'est-à-dire que Samaro-Briva, le pont sur la Somme, est à Samara avant la conquête romaine, et qu'ensuite ça glisse vers le fond de vallée et le marais d'Amiens, qui va donner la ville de Samaro-Briva, mais gallo-romaine, et ils ont gardé là le même nom. Bon, César, quand il arrive en Gaule, il se comporte en conquérant, donc il a une fâcheuse tendance à renommer les lieux sans forcément noter dans son ouvrage, qui est finalement notre seule référence, quel était le véritable nom du lieu. Donc quand il arrive, il voit, il y a Vincent, et vous l'avez dit, il n'y a pas d'arbres. Hein. Les Gaulois anthropisent le paysage d'une manière assez extrême, puisqu'ils connaissent des problèmes, des glissements de terrain, etc. Et cette vision qu'a Jules César, c'est du bocage normand en fait. Et quand il arrive à la Chaussée-Tirancourt, en moins 54 pour réunir les chefs gaulois, il arrive avec quelques légions qu'il va établir dans la vallée de la Somme. Et tout le faciès monétaire, toutes les monnaies qui ont été trouvées à Samara sont les mêmes que celles qu'on a à Lésia. Donc ça veut dire que les bonhommes qui étaient là, enfin, les gens qui étaient là, 2 ans, en moins 54, 2 ans plus tard, ils vont être à Alésia. Et donc cette armée, cette grande armée, elle va laisser quelques traces qu'on a pu déterminer par une prospection géomagnétique, qui nous donne même les emplacements des contuberniums, des tentes des légionnaires, qui vont se transformer dans l'hiver en cabanons, etc. Et cet établissement, il nous indique 90 hectares d'habitation en fait. Hein. Donc c'est une ville, on ne peut pas parler de ville chez les Gaulois, mais c'est une ville conséquente, et ces fameux Gaulois, et là je vais rentrer dans ce que vous m'avez refilé comme bébé, c'est quoi les Gaulois, c'est quoi les Celtes, sont un peu comme nous en fait. C'est-à-dire si on vous met dans un tiroir, vous n'allez pas apprécier, eux c'est pareil. En plus les Gaulois ont bien du mal à rentrer dedans. Et finalement, devenir des Gallo-Romains, ça leur pose aucun problème. Embrasser le modèle romain, ça leur pose aucun problème. Ils sont mus avant toute chose par des préoccupations commerciales, paysannes aussi, bien évidemment, de ressources. C'est d'ailleurs pour ça que César vient en Gaule. Hein. Il y voit
tout à fait un autre grenier que celui de l'Égypte. Et ces fameux Gaulois, vous ne pouvez pas les considérer comme une civilisation à part entière. Leur langue, leurs coutumes, leurs divinités sont très proches des peuples et des autres civilisations qui sont voisines. Donc c'est pas dans un tiroir bien fermé, si vous voulez. Et d'ailleurs que c'est pas le lendemain du moins 51 que tous les Gaulois vont devenir des Gallo-Romains. Bien évidemment, ça s'étale dans le temps. Je rappelle que Charlemagne était considéré comme étant l'empereur des Gaules et qu'on parle gaulois dans les campagnes au 8e siècle après Jésus-Christ encore. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose de cloisonné. Et ça, c'est très important pour comprendre nos ancêtres, nos fameux ancêtres. Tous les Celtes sont des Gaulois, tous les Gaulois ne sont pas des Celtes. Tous les Français sont des Européens, tous les Européens ne sont pas des Français. Voilà. Pour résumer et retenir simplement, c'est mon travail, je suis médiateur, donc je passe mon temps à réfléchir pour faire en sorte que des notions très complexes puissent être accessibles au plus grand nombre. J'aime bien donner des petites phrases comme ça qui vous permettront de retenir qui étaient ces fameux ancêtres. Ils sont d'origine chez nous, hein, dans la Gaule, dans le Belgium, ils sont d'origine germanique. On sait qu'ils arrivent des peuples germains. Ils s'installent chez nous et ils ont, on va dire, un établissement plutôt pacifique, sauf une fois où c'est extrêmement brutal. Mais on a des populations qui se déplacent, qui se fondent les unes avec les autres, et finalement, c'est pas propre aux Celtes. Je crois que depuis le néolithique, clairement, on a des populations comme ça qui se déplacent et qui se fondent dans de nouveaux paysages et d'autres civilisations. Et ce qu'il faut retenir de ce monde gallo-romain, c'est que vous avez deux civilisations qu'on oppose nous-mêmes encore aujourd'hui de manière assez colossale. Les Gaulois et les Romains, ça n'a rien à voir, sauf qu'en fait, c'est totalement faux. Et il y a énormément de similitudes. Et puis finalement, deux civilisations qui sont différentes vont donner une nouvelle civilisation qu'on appelle la civilisation gallo-romaine, qui va donner les fondements de notre société moderne. Donc clairement, je vous demande de ne pas cloisonner tout ça dans vos esprits parce que c'est extrêmement important. J'aime bien dire en ce moment, on a une belle maison néolithique à Samara qui a été reconstituée. J'aime bien raconter au public qu'en fait, elle nous a été apportée par des migrants qui arrivaient de la région de la Syrie, l'Irak et du croissant fertile en fait, et qui nous apprennent chez nous, là, qui viennent nous apprendre l'agriculture et l'élevage. Donc finalement, vous voyez plutôt le monde comme ça, plutôt que de manière très cloisonnée. Ça peut vous paraître un exercice étonnant, mais il est à mon sens essentiel. Donc je ne parlerai jamais de race celtique, par exemple, ce n'est pas possible. Voilà. Là, on parle d'Arras celtique. Ah, par contre, on parle d'Arras celtique, c'est ça le thème de la conférence. À une vache près. C'est ce qu'on appelle l'humour nervien. Oui, évidemment. Donc ces Celtes, ils sont connus dans toute l'Europe dès 850 avant Jésus-Christ. Et puis, ils vont tout doucement s'accommoder d'une nouvelle façon d'être et une nouvelle civilisation, surtout à la fin de la guerre des Gaules, en moins 52, moins 51, avec la dernière bataille de la guerre des Gaules, au Xeludunum, dans le Lot. Donc c'est une civilisation qui s'étend finalement sur 8 siècles, je ne sais pas si vous imaginez. On parle souvent de la Rome éternelle, etc. Mais les Celtes peuvent aussi se targuer exactement de la même chose, sauf qu'ils n'en avaient pas vraiment conscience. Heureusement d'ailleurs pour les autres civilisations, je pense. Ouais, ils n'en avaient pas conscience, et puis je pense que même les autres civilisations n'en avaient pas conscience non plus, et nous on le redécouvre à l'heure actuelle via l'archéologie, et notamment via la culture matérielle, ou la civilisation qu'on appelle la civilisation des Oppida, qu'on retrouve finalement la même culture d'installation de peuples sur des points hauts. Alors on n'est pas censé parler de ville pour l'époque romaine, de l'époque gauloise, alors qu'en fait on se retrouve avec des configurations qui des fois ressemblent à des vraies villes ou des proto-villes, et on retrouve ça à travers toute l'Europe occidentale. Donc c'est ça aussi qui est extrêmement intéressant, donc, avec des vraies migrations, toujours des migrations. Énormément. Les travaux sur l'oppidum d'Étrin qu'on a mené il y a quelques 15 ans, on est en train de revoir le matériel à la lumière de nouvelles données numismatiques, sérmologiques, tout ça. On s'aperçoit que en fait, l'oppidum d'Étrin pourrait être daté des années 80-70, donc fait par les Atrébains, ensuite occupé par les légions, parce que là on a un spectre de monnaie tout à fait particulière, très proche du vôtre, hein, et qui sera transformé ensuite en ficus et va disparaître. Et donc là, on a hésité très longtemps pour savoir si l'oppidum d'Étrin, qui est quand même quelque chose d'important, c'est 42 hectares, me semble-t-il, il y a le village d'Étrin complètement compris dedans, il y a le fossé encore qui est visible, la levée de terre, c'est quelque chose de très important
dans le paysage. Et là, grâce aux derniers travaux, on arrive à savoir que les Atrébates, juste avant la conquête, étaient capables de pouvoir se réunir et de construire une entité comme celle d'Étrin. Et je pense qu'au niveau, pour bien comprendre la société Atrévate, pour rentrer un petit peu dans la structure de la société Atrévate, c'est intéressant de voir que ces gens-là étaient capables de pouvoir réaliser une place. Alors, j'allais dire place forte, mais j'hésite. Une place, un lieu qui est entouré par une levée de terre énorme. Alors, est-ce qu'on était en train, comme ce qu'on appelle la zone du denier, ça vient des Édouins, des gens de Dijon, tout doucement, toute cette zone-là était pour la romanisation. Et nous, on nous disait non, on est les hommes de l'extrême, on n'est pas intéressés par Rome. Et je pense que, comparé à ce qu'on trouve maintenant, qu'on était en cours. Ça se passe dans les années 80, 70, quelques décennies avant la conquête. Je pense que si on nous avait laissé le temps, on aurait totalement intégré dans la zone dite du denier, au même titre que ce que les gens d'Amiens aussi avec la vallée de la Somme, et on était en cours de transformation. Et ça c'est tout à fait intéressant parce que si on veut, on a parlé brièvement tout à l'heure de la ville antique d'Arras que j'ai fouillée pendant quand même 40 ans, oui. Donc on commence à avoir une bonne idée, à quelle époque, comment elle se transforme et tout ça. Et je pense que les Romains, quand ils viennent s'installer ici, c'est pas par hasard qu'ils choisissent ce lieu. On est dans un secteur où il y a une occupation forte, où les Atrébates sont capables donc, de produire énormément de céréales, même si on vit en autosuffisance, effectivement, c'est le but, mais on commence à retrouver des grains de coriandre, qui viennent du sud, on commence à retrouver des amphores antérieurs à la conquête. Donc on voit que les Romains, quand ils s'installent, il leur faut créer ex nihilo une ville, et pour ça, il faut les nourrir. Même si on est 5 ou 10 000, il faut les nourrir. Et là, on sait que si on s'installe dans ce périmètre-là, non seulement on est sur le bon chemin, entre Amiens et Tournai ou Amiens vers le littoral, mais on sait que c'est un lieu viable, fiable. Donc là aussi, c'est parce qu'on a une occupation forte, raisonnée, capable que Rome décide de s'installer. Et tu soulignes, et vous le faites tous les trois, à la fois finalement la situation géographique favorable du peuple des Atrébates, leur capacité vivrière, leur capacité d'organisation. Ça pose forcément à la fois le sujet du rayonnement finalement du peuple Atrébate, dont on sait que dans l'histoire, et notamment dans l'histoire antique, il a tenu une place importante, Alésia, effectivement, la fondation d'une deuxième tribu de l'autre côté de la Manche, et que mécaniquement il a été incarné. On est peut-être au moment où on est dans l'obligation de citer Commios l'Atrébate, entre autres. Et donc voilà, quel est le regard que vous portez au regard à la fois de vos fouilles, de vos recherches et de ce qu'on connaît des textes, évidemment de la guerre des Gaules, mais peut-être d'autres aussi, sur finalement le rayonnement Atrébate à l'époque de la civilisation celte? Je commencerai par une boutade. J'étais là quand on a trouvé les premiers Atrébates. C'est-à-dire qu'avant les années 70, on ne savait même pas à quoi ça ressemblait. On n'avait pas un trou de poteau, pas une sépulture. Donc on a vu apparaître les premiers Atrébates. Et avec mon collègue Jean-Luc, on a commencé à dessiner les paysages Atrébates. On a fait une très belle forêt avec une clairière dedans. On l'a gardée, parce que c'est... Collecteur. Et on s'aperçoit maintenant qu'on peut élargir la carrière. On s'aperçoit que ces gens-là, ils faisaient du sel à Saint-Laurent-Blangy, à Montchilpreux. On a trouvé des batteries de fourneaux pour le métal, le fer. Donc ces gens-là sont bien implantés, comme je le disais. Et César trouve quand même au sein de ce groupe-là quelqu'un qui est capable d'aller en Angleterre, d'aller en Germanie, d'être, si ce n'est celui qui a provoqué la révolte, avec un nommé Vercingétorix, à l'étranger. Et c'est quand même quelqu'un qui est très important. Et Vercingétorix, on ne va pas hésiter à le tuer en 46, dans les geôles de Rome. Par contre, notre ami Commios, il va avoir l'autorisation de César de partir fonder un autre royaume, c'est Caleva Atrebatum, un royaume Atrébate, où il va apporter pour la première fois le latin. Sur les monnaies romaines, on va avoir comme Filii
les fils de Com. Et c'est la première fois où le latin rentre en Grande-Bretagne. Hein. Et j'aime à dire aussi que les descendants de Commios, jusqu'aux années 40 après JC, donc un siècle pratiquement ils protégeaient les intérêts de Rome, en fait, en Grande-Bretagne. Les tribus de Grande-Bretagne commençaient à faire un peu pression sur les Atrébates insulaires, et on va envoyer une missive à l'empereur Claude en disant si tu viens chez nous, on peut t'aider, et puis tu mettras un petit peu tout ça au clair. Donc ce sont des Atrébates qui ont donné le feu vert à l'invasion de la Grande-Bretagne. Et ça, c'est Commios et ses descendants. On est donc bien loin du barbare vêtu de peau de bête qui pousse des hurlements, qui est prompt à la bagarre et à l'alcoolisme. Bon, hormis le dernier point que je confirme, le reste est complètement faux. C'est quand même des peuples extrêmement cultivés. Il me suffit de citer ce fameux druide éduin qui a le droit de citer au Sénat, quand même, Sénat romain. Ce n'est pas rien. On est quand même très éloigné de l'image populaire, et l'archéologie nous le prouve tous les jours. Une civilisation, un peuple qui invente l'assolement triennal, le marnage, la moissonneuse, bref. On est très très loin d'une civilisation ou de peuples qui sont des idiots du village. Hein. Et César le sait très bien. Et l'acculturation que tu as évoquée, je voudrais rebondir dessus, elle est assez intéressante. César finalement n'a fait que précipiter la mutation de ces peuples. Ça a été un accélérateur d'histoire. Les guerres sont toujours un accélérateur d'histoire. Donc là, César, clairement, lui, il arrive, il connaît tout le monde. Son précepteur, celui qui l'a élevé, c'est un Gaulois. Vous voyez, encore un autre Gaulois qui a eu le droit d'habiter à Rome. Il a une... Il ne faut pas imaginer un réseau d'espions. Je pense qu'il a avec lui un réseau de commerçants qui vivent en Gaule, qui travaillent en Gaule. Bref, tout le monde se connaît parfaitement. Voilà. Alors, moi, pour rebondir, j'utiliserais peut-être pas le terme d'acculturation, moi je serais plus sur ce qu'on appelle le syncrétisme. On est sur une fusion finalement de cultures. Alors on est les seuls Il a raison, c'est plus ce mot-là. En France, on parle de gallo-romain, c'est un concept créé par les historiens et les archéologues. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de gallo-hispanique, enfin d'hispano-romain en Espagne ou de punico-romain en Afrique du Nord. Donc gallo-romain, c'est vraiment un concept contemporain, mais on l'observe par l'archéologie, par les textes. Il y a une fusion, ce qu'on appelle un syncrétisme entre la culture celtique, enfin gauloise, et en tout cas dans le secteur ici, athrébate, et romaine. Donc on va essayer de trouver un nom commun entre les dieux romains et les dieux gaulois. Donc on va dire Théotatès finalement c'est Jupiter, et on va intégrer aussi des dieux qui n'avaient aucune existence dans le panthéon des dieux romains, comme Epona par exemple. Epona qui est la seule divinité qui a qui est une divinité, calendrier celtique, divinité romain. Voilà. Et on va retrouver ça à travers d'autres aspects de la culture matérielle. Et donc pour rebondir sur le rayonnement dont tu parlais, on a à la fois des marchandises qui transitent par le territoire athrébate et aussi de l'export des productions atrébates qu'on va retrouver un peu partout, et ça va perdurer jusqu'à la fin de la période romaine et puis au-delà. C'est-à-dire que, pour donner deux exemples, alors un exemple d'objets qu'on a retrouvés en archéologie qui viennent d'un peu partout, c'est-à-dire que toujours sur la 939, on a fouillé un petit bâtiment dont on ignore pour le moment la fonction, qui était quelque chose de cultuel, et en fait dans un des trous de poteaux, on a trouvé un dépôt de fondation avec un assemblage de mobilier complètement hétéroclite, avec des talents de H poli qui avaient déjà quasiment 1000 ans d'ancienneté. On avait de la limaille de bronze, on avait de la céramique, on avait plein de choses différentes, et on avait notamment un petit fagot de petites barrettes de fer, de métal assez particulières qu'on appelle des barres à douille en archéologie, et qui sont du mobilier ferreux très particulier, probablement pour faire de la petite orfèvrerie, voire des frettes de fourreaux d'épée gauloise. Et on est plus sur de la production, en tout cas sur le type en question, de quelque chose qu'on retrouve en Europe du Nord et aussi en Angleterre. Donc on est peut-être sur des productions qui viennent d'Angleterre, parce qu'on a aussi des mines dans le secteur. Et donc pour le moment, on n'explique pas encore trop ce dépôt de fondation en question. Mais voilà, on a déjà quelque chose de très hétéroclite qui vient de plein d'endroits différents. Et pour une période, on va dire, postérieure, donc pour la période romaine, en fait, on va avoir une perduration de l'artisanat gaulois du coin qui va continuer avec une spécialisation dans la céramique par exemple, mais on va, et c'est caractéristique du territoire athrébate, c'est-à-dire qu'on va reproduire de la céramique en bronze romaine
mais en poterie, et qu'on va retrouver exclusivement dans le territoire Atrébat, un petit peu au-delà. Donc vous connaissez peut-être, là on a trouvé quelques exemplaires sur Arras ou Actipark, qu'on appelle des services à libation. Donc c'est une production typiquement arageoise, enfin Atrébat, donc Arras, on ne sait pas trop si c'est sur Arras même ou si c'est sur peut-être le secteur de Bruy-la-Buissière. Enfin, en tout cas, c'est dans le secteur et c'est vraiment une spécificité du territoire Atrébat, et y compris l'exploitation de la laine. C'est-à-dire qu'on l'a dans les textes notamment de César, et on va retrouver cette production de laine à Trébat jusque dans ce qu'on appelle l'édit du maximum de Dioclétien en 301, où on parle de laine à Trébat, donc avec un territoire vraiment spécifique qui fait de la culture, qui fait de l'exploitation de moutons pour sa laine, et laine qui est très réputée, qu'on retrouve dans un texte impérial à Rome. Donc vraiment quelque chose avec une perduration d'une culture antérieure sur Terre. Ces dépôts apotropaïques m'intéressent énormément puisqu'ils vont permettre effectivement de déterminer une culture de mobilier archéologique qui s'étend assez loin. Et chez nous, on a une culture dite atlantique. J'ai beaucoup travaillé sur la navigation dans l'Antiquité. J'ai reconstitué un bateau, un chaland gallo-romain avec l'association Les Ambiani en 2009 jusqu'en 2013. On a une culture atlantique pour les bateaux, on a une culture céramique, on a un roi qui est à la fois sur le continent et sur l'île. On a maintenant des habitats qu'on trouve chez nous en Gaule du Nord ou en Normandie qui sont circulaires. Et d'ailleurs, à Saint-Marin, on est en train de reconstituer la maison circulaire trouvée sur l'aéroport de Méholt. C'est des grandes nouveautés. On voit les choses autrement, c'est-à-dire qu'on avait tendance à mettre les limites des peuples sur ce qu'on connaissait, sur les limites des diocèses. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, il y a une sorte de culture qui va de la Normandie jusqu'à la Hollande et tout le sud de l'Angleterre. Enfin, un gros rond où on a la même culture matérielle, on a les mêmes... C'est juste assez incroyable. La Manche n'existait pas pour eux. Hein. Voilà. C'est un lien, au contraire. C'est un lien. Oui. C'est chaleureux. On a effectivement une actualité archéologique à Trébat, pour le coup. Alors, de l'autre côté de la Manche, on a effectivement trouvé ce qu'on a appelé un trésor à Trébat, dont on peut peut-être dire quelques mots. Et je m'en excuse, mais déjà, c'est tellement passionnant que ça passe vite, se diriger doucement vers la conclusion de ces échanges, c'est peut-être une nouvelle question, et là peut-être en particulier à Ludovic, c'est la manière de réussir finalement à créer les supports de médiation qui permettent de se réapproprier, d'avoir une meilleure finalement appréhension de toute cette partie historique. Les archéosites n'y sont pas pour rien. Nous avons la chance d'en avoir un à Arras qui s'appelle Nemetacum, en haut de la rue Baudimont, où on sait qu'il existe une volonté de partage, de médiation et de présentation. Rebondissant à la fois sur l'exemple de Saint-Marin, mais aussi sur l'exemple de l'ouverture de Rivemont, qui témoigne d'une réelle volonté de faire rentrer le public dans un centre de recherche archéologique. C'est quand même une démarche vraiment particulière. Les expositions qui peuvent être faites à la Maison de l'Archéologie de Dainville. Voilà, on sent vraiment des pistes finalement qui nous permettent demain d'envisager plein de manières de valoriser, de décrypter, de créer de la médiation autour de ça. Quels seraient vos souhaits, vos préconisations, vos envies, vos conseils sur ce sujet appliqué aux Atrébates? Question, quoi. Elle est longue la question. La médiation, en règle générale, c'est un exercice qui demande beaucoup de recherche, beaucoup d'honnêteté intellectuelle. On a une grande responsabilité quand on fait de la médiation, parce qu'il suffit que je vous dise n'importe quoi pour vous repartir avec, surtout si j'ai un costume, surtout si je suis un guerrier, surtout si je suis un aristocrate. Vous allez prendre tout ce que je dis pour argent comptant, donc c'est très compliqué. Ce que je souhaiterais, c'est que le milieu archéologique garde la maîtrise de ce mouvement de médiation. Ça me semble essentiel. Et d'ailleurs, depuis quelques années, archéologues et médiateurs travaillent de plus en plus ensemble avec des reconstituteurs. Donc ça, c'est extrêmement intéressant puisqu'il y a une activité une synergie. Oui, une synergie qui est en train de se créer pour le profit du plus grand nombre et du grand public. Et c'est extrêmement important. Quand j'ai pris la direction de Rivemont, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que ce coffre-fort, et comme celui de Dainville, où il y a tout le mobilier archéologique que les populations ne voient pas ou
tout simplement parce que c'est la règle, hein. On ne va pas le laisser chez vous, dans la commune où ça a été trouvé. Il faut que ce soit en sécurité, dans des bonnes conditions hygrométriques, etc. Donc on crée des CCE, des centres de conservation et d'études, où on y met tout ce mobilier, mais le public ne le voit jamais. C'est-à-dire même nous, même vous ne le voyez pas. Il y a guère quelques chercheurs qui de temps en temps viennent dans ces centres pour étudier pendant quelques temps un type de mobilier, dans le cas d'une thèse ou autre chose. Et finalement, les monnaies, les torques, le mobilier, les poteries, les gens ne les voient jamais. Et donc ouvrir le CCE de Ridemont, c'est finalement l'aboutissement de ma vie de médiation, où je me rappelle dans les années 94, où j'écrivais à Jean-Louis Bruno à Ridemont pour lui demander si je pouvais venir visiter. Il me disait, j'ai pas besoin de saltimbanque. Hein, donc je m'en souviendrai toute ma vie. Et aujourd'hui, j'en suis directeur du centre. Vous voyez, donc j'ai conscience de l'enjeu, j'ai conscience de la responsabilité qui m'incombe. Par contre, je l'ouvrirai au public coûte que coûte. Je veux que les populations de la Somme et le président du département, jusque-là, est d'accord, pour faire en sorte que tout le monde voit ça, parce que, bien sûr, les plus belles pièces vont finir dans les musées, et vous les verrez, mais il y en a tellement d'autres qui peuvent procéder à l'appartenance d'un territoire, à la fierté d'appartenir à un territoire. On a l'exemple de l'archéologie 2.0, où avec Enedis, on fait des bornes holographiques qu'on offre aux communes de la Somme, où on choisit un objet qui a été découvert dans la commune, on le numérise et on le photographie, et puis après les élèves, soit dans l'école du village ou dans la mairie, les gens voient l'objet emblématique de leur commune qui est là en 3D. Alors il n'est pas réel, mais au moins ils le voient tous les jours. Et finalement ils se l'approprient, et finalement ils sont très fiers d'avoir ce genre de choses. Je pense à Ménil-Saint-Nicaise par exemple, avec ce fameux Risus, ce petit personnage en terre blanche, ouais, qui a un petit sourire énigmatique, qui était là pour éloigner le mauvais œil des enfants, pour pas qu'ils aient des cauchemars ou qu'il y ait des démons qui viennent les visiter la nuit. Je me rappelle l'avoir offert à tous les élèves de l'école en petite reproduction. Je peux vous garantir que ce petit Risus, qui n'était pas sorti depuis 2000 ans, personne ne l'avait vu. Hein. Il est là sur la table de chevet de tous les enfants, même s'il n'est pas vrai, même s'il est en imprimante 3D, hein, en maïs, je crois. Il est devenu le mobilier, enfin l'objet emblématique de la commune de Ménil-Saint-Nicaise. Et le maire me disait, je me demande si on ne va pas faire un nouveau blason avec le Risus. Peut-être un peu loin quand même, mais en tous les cas, voilà, mon travail, moi, il se situe là. C'est-à-dire qu'il y a le travail de mes collègues archéologues, et puis après, il y a la médiation, et elle est très importante à mes yeux, parce que je me rappelle avoir vu une guide quand je suis arrivé comme directeur de Samara, qui me dit... vous vous rappelez pas de moi, mais j'ai été membre des Zambiani, j'avais 8 ans. Bon, j'ai pris une claque, hein, c'est clair. Mais cette petite fille était avec sa maman dans l'association où je faisais, moi, le Gaulois déguisé toute l'année, vous voyez. Finalement, tout ça, ça procède d'un véritable bouleversement et changement qu'ont connu les pays anglo-saxons et que nous, on commence à connaître. Et je crois que c'est je crois que c'est extrêmement important. Et ce que dit Ludo, c'est extrêmement important, c'est la réappropriation, non mais c'est sincère, la réappropriation de son propre patrimoine. C'est-à-dire que ce soit Alain ou moi ou ceux qui sont archéologues dans la salle, si on ne fait pas de médiation, on ne sert à rien. C'est-à-dire que si c'est juste pour faire des fouilles archéologiques, sortir du mobilier archéologique, et que vous n'en avez pas connaissance et qu'on ne remet pas ça en contexte, mon travail ne sert à rien. L'aboutissement de mon travail, ce n'est pas le rapport archéologique, c'est la restitution à la population de ce qu'on fait. Et c'est vraiment ça la clé du travail. Sans médiation, l'archéologie ne sert à rien. Donc c'est aussi simple que ça. Enfin, je sais pas, je pense qu'on est tous d'accord, mais voilà, oui. C'est vraiment ça. Donc moi je vous invite sincèrement à venir visiter à la fois Samara, le CCE de Ridemont-sur-Ancre, tout ce que fait la municipalité d'Arras avec quand ils rouvrent les métacoums et puis les différentes expositions qui ont lieu, et la maison de l'archéologie à Darville. Là on a une exposition nous en ce moment sur le Mont-Saint-Éloi, donc c'est beaucoup plus tardif, on va dire, c'est presque du journalisme, mais voilà, il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer dans les différentes structures, dans le cas des différents temps forts de l'année, aux Journées nationales de l'archéologie, aux fêtes du patrimoine, etc. Parce que si on ne fait pas médiation, nous on ne sert à rien, donc forcément, quand vous venez nous voir, on se sent utile à quelque chose, quoi. Donc j'organise tous les ans un festival de pagan, métal, folklorique qui se déroule à Samara. Alors on organise un festival de musique métal sur un site archéologique. Okay. Notre président nous suit toujours. Mais ce qui est intéressant, c'est que je fais venir un groupe très connu dans ce milieu-là qui s'appelle Eluveiti, où c'est des Suisses, et le chanteur vient me voir juste avant le concert et me dit « Je suis très fier de chanter sur ce site et je suis
très heureux de ce que vous avez découvert lors de sondages de 2014 et 2015. En fait, il connaissait mieux le site que moi, en fait. Et le gars, il venait de Suisse, et c'est un chanteur, voilà. Moi, je l'avais mis dans le tiroir chanteur. Sauf qu'en fait, c'est un passionné du monde celtique, et il avait une culture générale juste incroyable. Et il a fait la pub de l'Oppidum avant le concert. Et juste avant le concert, il dit « Je suis très fier de chanter sur l'Oppidum de Samara ». Et c'était juste assez étonnant, tous ces métalleux, là, qui se retrouvaient devant leur groupe fétiche phare, hein. Venuiti, c'était un peu la tête d'affiche. Finalement, je discutais avec plein de métalleux, comme ici, je pourrais discuter avec de tas d'elfes ou de lutins, qui ont une culture finalement générale ou historique qui est juste parfois très étonnante, et finalement, ils se l'ont réapproprié leur culture, donc c'est bien. C'est lui. Quant au métalleux passionné d'archéologie, je ne vois absolument pas de qui il parle. Il nous reste peut-être en conclusion, cher Alain, cher Laurent, qui est le directeur du patrimoine à la ville d'Arras, a peut-être annoncé un projet sur lequel nous travaillons ensemble, justement dans une optique de médiation, dans une optique de réappropriation de cette dimension historique et de cette période Atrébat en particulier. Nous avons annoncé vendredi soir le passage en biennale du festival Atrébatia, c'est-à-dire qu'il aura lieu pour la prochaine édition en 2022. Pour plusieurs raisons, parce que nous avons la volonté de faire monter une nouvelle génération et de lui transmettre progressivement le projet associatif, parce que nous avons envie que l'événement aille encore plus dans la ville, soit encore de plus grande qualité, mais aussi parce que, alternativement, et dès, pour le coup, malgré tout, cette année, l'association, en partenariat étroit et évidemment avec le service archéologique de la ville d'Arras et avec l'association Conte Toutos Atrébat, une association d'évocation historique de la période Atrébat ici à Arras, auront le plaisir d'organiser durant les prochaines journées nationales de l'archéologie les premières éditions des fêtes gauloises d'Arras, qui reviendront justement sur le patrimoine et sur le mobilier archéologique très riche, beaucoup plus riche peut-être qu'on ne peut le soupçonner, du territoire, verront des Gaulois plus vrais que nature en costume et en camp installés dans une optique justement de médiation, des démonstrations artisanales, des auteurs et des illustrateurs, regarde la petite touche atrébatienne évidemment, qui travaillent le plus sérieusement du monde sur ce sujet-là, en lien avec un certain nombre de partenaires et notamment pour le coup Samara et Ripemont. Et donc voilà, nous avions le plaisir pour allier à la fois le geste et la parole de vous annoncer cette belle et nouvelle aventure qui va nous permettre d'entendre encore un peu plus parler des Atrébates, car vous l'avez compris, nous avons de quoi dire, nous avons de quoi faire, et ce n'est que le début à ce titre d'une belle aventure. Il me reste peut-être à vous proposer une très rapide séance de questions si vous voulez profiter des dernières minutes du festival, car déjà il touche à sa fin. C'est le moment pour les plus téméraires et peut-être les plus atrébates, du coup, si on a bien compris la définition d'entre vous, de poser une question. Sinon, de vous remercier, vous, sincèrement, pour la qualité de votre attention, de remercier Alain, Ludovic et Vincent pour leur présence et pour leur participation à ce moment que nous avons voulu un peu plus réflexif, un peu plus historique dans un cadre imaginaire, mais comme quoi les choses vont bien et quand on se donne du mal pour trouver de la cohérence, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Merci beaucoup messieurs, merci à vous et bonne fin de festival.